Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale présidentielle américaine. Exceptionnellement, ce soir, nous vous proposons une analyse approfondie de ce scrutin. L'Amérique a tranché, Donald Trump remporte les élections, mais que signifient ces résultats pour les États-Unis d'Amérique et pour le monde? C'est ce que nous allons discuter ce soir avec l'expert en gouvernance Joël Ataïguedegbe. Bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir aux téléspectateurs de télé. Merci à vous également, le consultant politique Agapit Napoléon. Bonsoir à vous. Agapit Napoléon Maforican. Merci. Voilà. Bonsoir Maël, bonsoir aux téléspectateurs. Georges Anangono ne sera pas en direct ce soir, mais il va intervenir dès que possible. Alors, sans plus tarder, nous allons faire le débrief de ce scrutin de bout en bout. Nous allons commencer par un état des lieux factuel, la situation qui a favorisé un camp par rapport à un autre et également les perspectives pour l'avenir. Mais avant, écoutons cet élément. Avec 277 grands électeurs, Donald Trump est réélu président des États-Unis. L'homme occupera de nouveau les lieux pendant 4 ans. Le candidat républicain a finalement remporté plusieurs États pivots, dont la Pennsylvanie, qui compte 19 grands électeurs, la Géorgie et la Caroline du Nord, malgré les prévisions de sondage. Donald Trump et Kamala Harris ont été départagés par 244 millions d'électeurs, ce qui a confirmé le succès du républicain. Je remercie le peuple américain de m'avoir fait cet honneur extraordinaire d'être élu 47e président, alors que j'étais déjà le 45e président des États-Unis. Et je me battrai pour chacun des citoyens, pour vos familles, pour votre avenir. Au quotidien, je me battrai pour vous avec la moindre des fibres de mon corps. Je ne m'arrêterai pas. Nous avons besoin d'une Amérique forte et sûre que vous méritez, que vos enfants méritent. Ce sera un nouvel âge d'or pour l'Amérique. C'est une superbe victoire pour le peuple américain qui nous permettra de rendre sa grandeur à l'Amérique. Alors, nous avons remporté la Caroline du Nord, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin. Le candidat républicain compte déjà 277 grands électeurs sur 270 requis pour être élu président des États-Unis. La candidate démocrate n'a pu compter que sur 224 grands électeurs cet après-midi. C'était le discours de Donald Trump depuis son QG. Joël Ataïguedegbe, est-ce que cette victoire vous a surpris? Oui et non. Disons que je me méfiais des sondages. Depuis quelque temps, ils ne font plus les gens. Donc, il fallait suivre la campagne au plus près, dans la mesure de ce qu'on nous retransmettait, nous donnait à voir de ça. Et il y avait quand même quelques chances que M. Trump pu sortir vainqueur. Et c'était les derniers moments à voir l'acharnement de chacun des deux candidats dans les swing states notamment. On a bien senti à quel point c'était disputé, mais aussi à quel point quelques faux pas de l'un ou de l'autre pourraient coûter très cher. Et c'est probablement ce qui a décidé de cette victoire. Et que M. Trump a préparé depuis sa sortie de Washington, pour ne pas dire du palais présidentiel. Et non seulement il n'avait pas reconnu sa défaite, mais je crois qu'il tenait à relever ce défi. Et donc il était complètement en phase avec la campagne, avec le moment, je voulais dire, dans sa campagne à lui. Et donc c'était pratiquement son élection à lui. Il en a imposé pratiquement le thème, le tempo, quel que soit celui qu'il a eu en face de lui. Il avait beaucoup travaillé sur M. Biden et ça l'a déstabilisé de ne plus l'avoir en face de lui alors que les primaires avaient déjà... qui n'avaient pas déjà eu
Ils ont une formule aux États-Unis, je crois la convention qui décide de qui va être le candidat. Mais bon, il s'est rattrapé en dépit de la déstabilisation que pouvait représenter la candidature soudaine, en cas a priori imprévu de Kamala Harris. Voilà ce que ça inspire. Et puis, bon, à lui tout seul, c'est un personnage avec lequel il faut faire, qui se laisse avoir, qui est parfois méprisable, qui est parfois difficile à cerner, mais c'est une belle curiosité, c'est une belle scène, c'est une belle bête politique, voulais-je dire, pour la scène américaine. Bien sûr. Alors, Capitaine Napoléon Marc-Forican, qu'est-ce qui vous saute aux yeux à la lecture des résultats de ce scrutin? Déjà, quel est votre sentiment général? Écoutez, moi, très personnel, je souhaitais dire donc, tous ces sentiments, il est personnel et c'est celle d'une personnelle satisfaction au regard du personnage, de l'engagement de Trump, de sa personnalité, de sa confiance en soi, de sa détermination face aux épreuves, sa détermination inébranlable face aux épreuves, de sa foi en l'avenir des États-Unis, en l'idéal américain. Et je trouve que c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Et ça, j'avoue que c'est un homme qui m'a sidéré, moi, durant son premier mandat, 2016-2020. En 2020, il y a eu un triste épisode, mais qui témoigne également, s'il a été répréhensible, il témoigne aussi toujours de cette passion. Vous savez, entre raison et passion, les passions sont détestables lorsqu'elles dépassent les limites du raisonnable. Donc, il a manqué un peu de raison, mais l'essentiel a été sauvegardé en 2020. Et voilà, 2024 ans après, la bête revient, toujours plus engagée, toujours plus déterminée, toujours plus féroce. Et ça, c'est du Trump. Donc, premier sentiment, c'est personnel. Le deuxième, il est au niveau même de l'idéal américain. Je pense que en cet environnement de guerre, où l'OTAN est engagée, où le monde entier presque est en conflit, ici en Ukraine, de l'autre côté, l'éternel problème israélo-arabe, par-ci les extrêmes, au moment où des doutes surgissent au sein des populations, il y a quelqu'un qui tient un discours nationaliste. Et il est qui? C'est le chef de la puissance américaine, un candidat à la présidence de la puissance mondiale. C'est pour donner, il a su donner confiance aux Américains. Et il a dépassé les balises clivantes du vote en radiant dans tous les camps parce qu'il a su les rassurer. Ça, c'est même les démocrates en Pennsylvanie qui ont finalement penché pour... Oui, la Pennsylvanie n'est pas nécessairement démocrate. La Pennsylvanie fait partie de ces États, effectivement, qui balancent les swing states. Donc, c'est des États qui balancent et qui, effectivement, il y a 4 ans, ont voté Biden, mais qui, a 8 ans, il me semble, ont voté Trump. C'est vrai que ça fait partie des États qui balancent et en gagnant, il était dit clairement qu'en gagnant Pennsylvanie, il faut gagner les élections. Mais cela dit, dans le milieu des jeunes, dans les milieux latinos et africains, donc tout ça, il y a eu quand même un sursaut dans le camp de Trump, et pour Trump qui n'était pas gagné à l'avance. Et ça, c'est quand même intéressant de regarder ça de près. Je pense que sa personnalité a beaucoup joué, le discours a joué, les résultats qu'il a eu il y a de 8 ans, il y a 4 ans, et de 2016 à 2020 ont joué. Finalement, c'est l'engagement qui a gagné. Voilà. Joël Atay-Guédégbé, face à Donald Trump, Kamala Harris a-t-elle fait une mauvaise campagne ou une mauvaise stratégie des démocrates? Non, pas tout à fait. Et il faut déjà la féliciter d'avoir pu remplacer au pied levé Joe Biden. C'était pas du tout même donné. Si elle est venue un peu tard. Oui, justement. Et c'était pas évident. Elle se serait préparée plus tôt. Peut-être que ça aurait donné autre chose, mais peut-être aussi que ça aurait été plus catastrophique. Je retiens sa capacité à s'adapter aux défis du moment et apporter quand même les valeurs de son camp, les valeurs démocrates dans l'ensemble.
et ce qu'elle a cessé d'appeler, de marteler comme l'espérance pour l'avenir des États-Unis, pour cet avenir en cas qu'elle voudrait, avec un certain non-conformisme, avec la reconnaissance des droits des minorités, avec la réaffirmation d'un certain nombre de principes et de droits qui semblaient bafoués ou menacés. Elle a essayé d'incarner quelques valeurs, mais on peut se demander si entre elle et son discours, il y avait toujours adéquation. Elle a dû défendre un bilan relativement désastreux, celui de son président. Elle n'en est pas moins vice-présidente, donc il est difficile de se délier de ce type de bilan, et dans la mesure où, par vos fonctions, vous êtes même appelé à remplacer au pied levé le chef de l'exécutif dans ses fonctions. Elle a peut-être eu du mal à trouver le bon positionnement pour n'affirmer que sa personne. M. Trump n'en avait cure. On l'a dit tout à l'heure, c'est un personnage entier qui ne fait pas dans le détail. Mais peut-être aussi que Mme Kamala Harris, finalement, a pu manquer de discernement sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est autant ce qu'elle est et ce qu'elle donne à voir d'elle-même. Il y a des passages entre sa politique et ce Non, pas sa politique. L'image qu'elle renvoie d'elle-même. Elle est foncièrement une femme de l'establishment, une femme de l'ordre, c'est-à-dire elle a été procureure de la République. Et pour ceux qui sont le plus souvent pris dans les liens de la justice, et notamment au niveau des minorités, généralement favorables au camp démocrate, pour ne prendre que la communauté négro-africaine ou des Noirs, le reproche lui a été fait d'avoir été plutôt un candidat ou quelqu'un du système dominant et qui a toujours brimé ou qui a souvent fait peu cas des spécificités des minorités. Elle n'a pas eu le temps d'ajuster complètement son discours de ce côté. Et M. Trump a réalisé l'exploit d'attirer vers lui quand même une frange importante de la communauté négro-africaine, des Noirs américains, des Latinos, on l'a dit tout à l'heure, et particulièrement à travers le prisme du machisme ou pas, mais c'était plus des hommes qui sont allés vers lui pendant que d'autres femmes sont allées vers Mme Harris. Il était difficile pour elle, probablement. Il faut du recul pour faire la part des choses parce qu'on ne peut pas lui faire endosser tout l'échec du camp démocrate, d'autant que son parti, qu'elle n'a même pas cité d'ailleurs lors de son discours de concession, a perdu le Congrès, le Sénat, en attendant qu'on en sache davantage sur le Congrès, la Chambre des représentants. Donc l'échec qu'elle symbolise ou bien qu'elle porte n'est pas que le sien. Et elle s'est retrouvée là au mauvais moment peut-être. Est-ce que c'était trop tôt pour elle d'être candidate? C'est des questions auxquelles on ne pourra pas répondre aujourd'hui, sauf à vouloir être péremptoire. Mais forcément, il y a eu quelques erreurs et l'une d'entre elles, en termes de communication politique, c'était d'être tombé finalement dans le panneau de Donald Trump en cherchant à lui répondre sur son ton, sur le ton des injures, pour ne pas dire des petites allusions, et au point qu'elle s'est détachée de ce qu'elle avait quand même comme proposition, et par endroits notamment au plan économique. Non pas qu'il fallait forcément rougir du bilan de Biden, encore moins stigmatiser le bilan économique de Trump. Des deux côtés, il y a eu quand même de bonnes choses, mais elle n'a pas su mettre en avant ce qui aurait été peut-être nouveau, plus parlant, plus rassurant pour les autres, s'agissant finalement de leur train de vie, de leur quotidien, pendant que Trump arrivait à parler plus concret, à rappeler aux Américains ce qu'ils étaient, ce qu'ils cherchent à être. Et ce n'est pas forcément comment le monde les voit, mais la question c'est comment les Américains me voient. Et Mme Kamala Harris paraissait un peu trop
Utopiste. Non, pas utopiste, trop en haut, trop proche des élites, plutôt que des classes moyennes, pour lesquelles pourtant elle avait quelques propositions économiques. C'est le paradoxe de cette campagne. Agapit Napoléon Baforican, en revenant sur les propos de Joël Ataï-Gedegbe, est-ce que le fait que Kamala Harris ait attaqué la personnalité de Trump a joué en sa défaveur pour ces élections? Bon, en fait, moi je trouve que Kamala Harris, disons, n'est peut-être pas le problème. Le problème, c'est globalement le camp démocrate qui n'a pas su, qui a banalisé, qui n'a peut-être pas su prendre Trump à sa hauteur, n'a pas cerné le personnage. A cru que le cas Trump était déjà réglé depuis 2000 avec les moments déplorables de la prise du Capitole, les nombreuses affaires que Trump traînait derrière. Il pense que l'Amérique en était encore là. Quand vous regardez Barack Obama, un peu la façon qu'il a abordé au moment, la manière dont il posait la problématique, où il raillait parfois certaines propositions donc, de Trump. Et il a demandé il demandait aux Américains pratiquement de banaliser un peu la rhétorique de Trump. Mais non, en fait, c'est eux qui étaient dépassés. En fait, ils n'ont pas compris que le monde a évolué, qu'on n'était plus que la campagne de Barack Obama de 2012. Qu'on n'y était plus, que les temps ont changé, ou bien c'est de 2008. Je pense que Barack Obama a eu 2 mandats, 2008, 2012, 2012, 2016. Donc, je pense qu'il oublie que ces moments-là, on n'est plus à ce moment. Les temps ont évolué, des difficultés sont apparues, et Trump a déjà fait un mandat. Donc, lui, il dispose de quelque chose de concret. Et ça lui a manqué. Et Biden était déjà d'un certain âge. Entre la pugnacité d'un Trump, la vigueur, l'endurance, la générosité dans le déploiement de l'énergie, et un Biden chancelant, perdu, évasif, et s'oubliant parfois à la limite de la sénilité. Je ne lui manquais pas, mais il y a eu quand même quelques propos qui n'était plus qui manquait de lucidité. Tout ça a affaibli le camp démocrate. Parce que là, au moment où les Américains cherchaient de l'assurance que le président américain, que les pouvoirs publics, donc la puissance, donc le gouvernement central, prennent leur destin à cœur, on a l'impression d'un président finissant, vieilli, usé, dépassé. Et donc, il ne rassurait plus. Donc, vous pensez que c'est cette projection qui a été faite sur Kamala Harris? Non, Kamala n'a eu que 3 ou 4 mois. L'Américain ne peut pas confier son destin à un hasard du temps. Ça peut être, il peut confier son destin à un hasard de programme, mais pas à un hasard du temps. Donc, elle était un candidat par défaut. Au moment où Trump a déjà eu le temps d'asseoir. Et n'oubliez pas l'épisode avant la démission le retrait de Biden, quand c'était le premier complot, où il a été, pas complot, le premier attentat où on a tiré sur lui quand même. Hein, on a tiré la balle à hauteur de sa tempe, tout le monde les gens se demandaient qu'est-ce qui est devenu. Il se soulève, donc il se redresse, le sang au visage, le poing levé, five. Donc, voilà, ça c'est l'Amérique s'identifie à ce personnage-là. Il est théâtral, il est fantasque, mais il rassure. Et donc, on s'est dit, mais ce monsieur qui est prêt à s'immouler, et le monde ne doit pas nous déranger. Et d'ailleurs, il a dit aujourd'hui, dans la prise de que lui, Dieu l'a sauvé parce qu'il a une mission. Bien sûr. Donc, du coup, ce monsieur rassure au moment où l'autre s'éteignait, inquiétait, et difficilement se déplacer. Ça, c'était... Alors, l'arrivée de Kamala Harris l'a positionné dans une certaine ambivalence. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Poursuivre, faire une campagne purement donc de programme contre programme, où l'autre a déjà pris le pas, parce qu'au moment où l'autre reprochait aux Américains, à l'administration Biden, la guerre de l'Ukraine, de financer des paresseux, bref, enfin, il ne l'a pas dit, mais presque ça. Trump rassurait, et pendant ce temps, l'autre était porté vers le dehors,
Et Trump, il parlait aux Américains des problèmes américains, de l'immigration, des questions nouvelles et de l'économie. Voilà, c'est ça. Donc, du pouvoir d'achat. Et ça ne trompe pas. Donc, les attaques contre Trump, et c'est ça l'autre questionnement, soit sa caution programme, ou aller en attaque. Ça veut dire que les Américains ne sont pas intéressés par les questions de justice sociale que promeut Kamala Harris. Non. Kamala Harris n'a pas attaqué réellement la justice sociale, c'est beaucoup plus du côté de Trump. Pouvoir d'achat, immigration, c'est des questions sérieuses. Après, Kamala est resté trop évasif sur son programme. Personne ne sait concrètement, je ne sais pas si les démocrates même savent ce qu'elle va faire si elle était élue. Candidate par défaut, à 3 mois, 4 mois des élections, elle n'était pas moins perdue que son prédécesseur de président. La seule différence, c'est qu'elle avait encore la vivacité, l'endurance, mais son message n'a pas été rassurant. Je pense concrètement que cette campagne était une campagne pour Trump. C'est votez-vous pour ou contre Donald Trump. Hein? C'est ça. Si Kamala avait gagné, je serais convaincu qu'elle n'a pas gagné parce qu'elle l'aurait mérité. Elle aurait gagné parce que les Américains auraient voté contre un président qui a des affaires derrière lui, qui a osé dresser ses partisans contre le Capitole, un lieu mythique du pouvoir. Et donc, heureusement, et puis un président qu'on redoutait, dont on déplorait un peu l'absence du fair play, parce qu'on redoutait des violences au cas où, au terme des élections, au cas où il perdait. Mais là, aujourd'hui, c'est Trump qui a gagné, et donc du coup, le vote, c'était un plébiscite à Trump. Voulez-vous que Trump continue, reprenne à nouveau le pouvoir, ou bien êtes-vous contre? Alors donc, le gagnant, soit c'est Trump, alors donc ce serait un vote positif, soit c'est Biden ou Kamala, ce serait un vote négatif contre la question sur Trump. Donc vous comprenez que, à mon humble avis, ils n'ont pas existé, les démocrates n'ont pas vraiment existé dans cette campagne, parce que la personnalité de Trump était immense, énorme, et a fait très mal. Est-ce que vous pensez que les précédents de Trump ont favorisé ces résultats? Oui, en partie. Disons que à la fois l'image du bouc émissaire, pour ne pas dire de la victime expiatoire, bon, il a su en jouer. Et s'il s'est bien sorti d'affaires, et ce n'était pas donné à n'importe qui, les procédures judiciaires qu'il avait contre lui le disqualifiaient presque à l'avance. Donc s'en sortir était déjà une forme de victoire ou annoncée. Enfin, il en avait pratiquement fini avec le système judiciaire. Et pour ne pas dire l'establishment, voire tout ce qu'on pouvait soupçonner de complot pour le compromettre en dehors des urnes. Et ne restait finalement que la voie des urnes, où il a imposé sa personne, son style, les thématiques. Et voilà, le boulevard était assez grand ouvert, que ce fût Joe Sleepy ou bien celle qui a essayé de donner le change avec son sourire avenant, sa spontanéité. Elle semblait être une promesse de modernité. Mais on ne pouvait pas se réduire aux caricatures habituelles. Celles qui tendaient à peindre Donald Trump en monstre, en abomination, et voilà, ça n'a pas pris. Et le monsieur s'est normalisé, les Américains se reconnaissent en lui. Peut-être que le reste du monde ne se reconnaît pas en lui. Et en ça, il faut faire vraiment l'effort du détachement pour voir la réalité intrinsèque des États-Unis. Les partis politiques, les deux principaux, voulais-je dire, parce qu'il y a d'autres partis écologistes et autres, il y a même eu d'autres candidats que les deux là. En réalité, il y avait 5 ou 6 candidats dans le jeu. Mais les deux principaux partis n'ont pas autrement pesé dans le débat. Il est difficile de dire de quoi était porteur chacun des camps en termes de propositions élaborées. M. Trump a pris le temps de prendre le contrôle du Parti républicain, dont il n'était qu'à peine un membre initialement. Mais de proche en proche, il a réussi à placer ces hommes en autocrate qu'il est. Enfin, je ne veux pas l'utiliser de manière péjorative, mais un homme qui a réussi à la force du poignet dans les affaires
il y a un style, il y a une manière de faire, de manager, qu'il a probablement imposé à son camp en décidant pratiquement de choisir ces hommes. Et c'était à prendre ou à laisser, au point que ne s'y reconnaissait pas quelqu'un comme la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney n'a pas trouvé autre chose à faire que de claquer la porte et de rallier spectaculairement les démocrates, pour ne pas dire Kamala Harris, symboliquement, voulais-je dire. Donc, même ça n'a pas heurté, ça n'a presque rien bouleversé. Et c'est pratiquement lui qui créait l'événement, même si Mme Kamala Harris réussissait à avoir quelques personnalités, mais c'était presque du déjà vu. Que ce soit les Beyoncé, c'était les soutiens traditionnels pratiquement du parti démocrate, mais presque rien de nouveau à se mettre sous la dent, qui fut consistant, voulais-je dire. En termes programmatiques, et voilà, d'ailleurs, on voit bien quel a été le résultat pour le Parti démocrate au niveau du Sénat déjà. Et le Sénat est quand même fondamental dans la politique américaine pour décider de la liberté de manœuvre du président de la République. Au total, voulais-je dire, Monsieur Trump a tissé sa toile, s'est rendu désirable, s'est rendu semblable aux siens, et au point même d'attirer vers lui quelques communautés inattendues et de retourner progressivement la campagne en sa faveur. L'épisode du camion de ramassage d'ordures est symbolique pour moi comme un tournant de cette campagne-là en termes symboliques où M. Biden s'est ramassé encore les pieds et par une maladresse de propos qui a été immédiatement exploitée avec les images, les conséquences qu'on sait. Donc la réactivité était du côté, la présence dans la campagne, la réactivité était fatale, était bizarrement du côté de M. Trump, qui a donné à penser qu'il était l'homme de la situation. Et voilà, peut-être aurait-il eu un autre candidat, que ça aurait été un autre débat. Mais est-ce qu'on pouvait faire autrement? Est-ce que le Parti démocrate pouvait appointer quelqu'un d'autre que M. Biden, président sortant? Le piège était là pour les démocrates. Et enfin, il y a l'usure du pouvoir. Les démocrates, au fond, il faut le rappeler, ils sont là depuis 2009 avec Barack Obama. Ça fait quand même 12 ans, même si ça a été interrompu parfois par quelques victoires du camp républicain au niveau du Congrès ou du Sénat. Voilà, ça fait peut-être une durée qui n'a pas permis le renouvellement, qui n'a pas permis de rassurer. Donc, les électeurs américains, sachant également qu'ils ont les élections à mi-mandat dans 2 ans, pour réajuster le tir, sauront nous dire ce qu'ils pensent finalement de cette élection et de Trump 2, puisqu'il aura été en fonction pendant 2 ans. Est-ce que le Parti démocrate va pouvoir se refaire? Madame Kamala Harris aussi, pourra-t-elle incarner le nouveau leadership des démocrates ou le nouveau leadership anti-républicain? En quels termes ça va se faire? Est-ce qu'elle peut désormais donner un contenu à la constellation assez inédite aussi qu'elle a réunie autour d'elle? On a vu quand même diverses personnalités qui ont pris fait et cause pour ce qu'elle essayait de défendre. Son discours de concession de victoire ne m'a pas paru très offensif, on peut y revenir. Donc il y a quelques inconnus. M. Trump a gagné aujourd'hui, il a 2 ans pour être confirmé dans les élections à mi-mandat. Et pour moi, c'est là que les compteurs seraient remis à zéro. Je crois que les démocrates aussi ont le temps de prendre acte, de prendre note de ce qui s'est passé pour se réajuster ou non. On note, les républicains d'ailleurs, oui. Mais comment pourraient-ils résister à M. Trump qui On note également dans les sondages une augmentation de la participation des jeunes et des minorités, également des groupes hispano-amérindiens, notamment dans les États dits majoritairement démocrates. Agapit Napoléon Maforican, comment on peut expliquer ce bascule en faveur de Donald Trump? Oui, je le disais dans la première
prise de position, mais je voudrais revenir un peu sur l'analyse de Joël. Je pense que non, il y a eu la coupure. Après Obama, on a quand même connu 4 années de Trump. C'est vrai que les démocrates se sont maintenus, je pense, dans la Chambre au Congrès. Je pense que c'est au Congrès, en tout cas dans les deux chambres. Le problème, c'est que les démocrates n'ont pas su renouveler leur génération. Les démocrates n'ont pas su renouveler. Entre Bill Clinton et Obama, il n'y a pas vraiment eu. Il y a Luc Ferry, donc Kerry, il y a John Kerry, il y a Al Gore qui a perdu, il y a Kerry qui a perdu également contre George Bush Jr. Des profils prometteurs un peu à la Kennedy. Oui, mais bon. Kerry c'est un peu trop professeur d'université, trop carré, trop de façon. Donc Gore aurait pu poursuivre la voie, mais une fois perdu en 2000, bon, il a abandonné. Kerry n'a pas su rebondir en 2004. En 2008, Obama a relevé le défi, il s'est maintenu en 2012. Et Trump est revenu. Donc je pense que les démocrates ont eu le temps d'atteindre une fin d'un cycle. Et la personnalité de Trump a pu maintenir les républicains d'aplomb. Si bien que, avec une telle personnalité, il faut des personnalités alertes, fortes. Peut-être que Kamala Harris, au début d'une campagne, aurait fait un peu mieux. Parce qu'elle aurait conçu sa campagne, elle aurait travaillé avec ses équipes, elle se serait attendue à faire vraiment campagne. Or, cette fois-ci, elle n'était pas dedans, elle n'était vraiment pas dedans. Il y avait même des divergences entre Biden et elle. Donc, du coup, avec les Obama, ce n'était pas non plus la lune de miel. Parce que, bon, Michelle Obama, un peu dans l'embuscade, en embuscade, on ne sait jamais. Tout ça n'a pas permis au camp démocrate de la vie. Après, il y a effectivement ces phénomènes nouveaux qui perturbent la question de l'immigration, les histoires d'LGBT et autres, ces questions qui touchent certaines minorités, les questions nouvelles, des temps nouveaux et de la civilisation nouvelle, mais qui perturbent des électorats orthodoxes, disons, et conservateurs. Les questionnements au niveau des milieux latino-américains qui n'ont peut-être pas pu trouver des réponses au niveau des Afro-Américains, des Africains-Américains. Obama est passé, mais certains problèmes sont restés. Le bilan Trump n'était pas si mauvais. Alors, en tant qu'ils ont beau être des Africains-Américains, ils ont beau être des Latino-Américains, ils sont d'abord Américains. Donc, ils vivent des progrès de l'Amérique et ils ont l'impression que Trump est plus proche. Un peu plus. Justement, sur les gros africains, les minorités et les immigrés. Et le débat, il y a eu un débat intéressant, et là que Trump a admirablement remporté, et en ce qu'il a voulu rassurer ces communautés que ce n'était pas d'elles que lui parlait, mais des nouveaux arrivants, des arrivants illégaux. Donc, il a su les remettre avec lui, les embarquer avec lui, en leur disant il s'agit de vous protéger, vous, contre et voilà, l'envahissement. C'était un discours assez bien mené, finalement, et qui a surpris probablement les démocrates qui pensaient que c'était acquis d'avoir ces minorités. Donc, en fait, dans cette campagne, il y en avait un qui en voulait, et il y en a les autres qui sont allés peut-être à pas feutrer, peut-être sclérosés par 4 années. D'un mandat qui, bon, au niveau national, international, a pu repositionner l'Amérique à l'interne, n'a pas été un mandat exceptionnel qui entrera dans les annales. Il y a rien de catastrophique non plus, mais certaines questions sont revenues et n'ont pas pu trouver des solutions au quotidien des Américains. Alors, comment vous expliquez le bascule en faveur de Donald Trump quant aux States qui étaient majoritairement démocrates? En fait, les États sont restés presque, quand vous regardez un peu, oui, chacun gagne dans son camp, globalement.
globalement. C'est là où il y a, c'est au niveau des Wing States, ces États qui balancent, qui basculent. C'est à ce niveau-là. Et, comme je l'ai dit, après de moi, Trump a su gagner certaines couches qui, hier, étaient beaucoup plus proches je ne sais pas dans quelle région, dans quel État, je l'ai eu tout à l'heure, où non, pas la Pennsylvanie. Il y a eu une mauvaise blague sur les Hispaniques, et puis finalement, le gouverneur élu est républicain. Pourtant, pendant la campagne, parce qu'il y avait eu un commentaire des opinions. Ce genre de faux pas là. Il y a un commentaire et tout le monde disait que les républicains perdraient, mais ils ont gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine assurance. Si bien que certains propos n'ont plus été, on lui a plus tenu rigueur de certains propos, mais il y a l'assurance qu'il est l'homme de la situation, quelle que soit la communauté, parce que ces communautés ont été rassurées qu'ils sont d'abord américains. Et puisqu'ils sont américains, ils profiteront des fruits de la nouvelle gouvernance axée sur Make American Great Again. Donc, une deuxième fois, encore. Et comme dirait l'autre, aller plus fort, toujours plus fort. Donc, aller plus loin, toujours plus loin. C'était quelque part sur les tropiques que c'était. Aller plus loin, toujours plus loin. Voilà. Donc, pas si loin. Au début, c'était aller plus loin, et puis après, on a dit toujours, on a oublié encore plus loin. Bon, voilà, donc, et Make America Great Again. Et donc, alors, quand on dit again, un Américain normal, qu'il soit hispanique, noir, africain, américain, tout ça, ils se sentent d'abord américains. Donc, les minorités. Mais le milieu des jeunes, pas de bascule. Après du moment où tu ratisses chez les jeunes, tu ratisses chez les minorités. Donc, qui sont d'habitude du camp démocrate, du camp des réformateurs, des gens qui sont plus modernes et non plus conservateurs. Lorsque tu arrives à gagner dans ces milieux-là, tu rassures les femmes sur la question de l'avortement. Bon, tu n'es pas révolutionnaire. Mais il y a quand même un certain nombre de vertus de la famille que tu promeus et que tu mets en avant. Tous les éléments sont là pour expliquer pourquoi il y a eu bascule. N'oubliez pas également qu'il y a eu je trouve pas jouer un peu vers la victimisation et disons le messianisme. Il a tout mis en œuvre. Donc le fife, en plein entouré, alors qu'il était imbibé de sang. Sur son visage, c'était une mise en scène, je ne sais pas, il n'a certainement pas dû l'avoir prévu, mais la bête en lui a su trouver la force de faire ce geste. Imaginez qu'on ne l'aurait jamais souhaité, on ne le souhaitera pas, l'Ivoirien dira on touche du bois. Imaginez qu'il recevait un second coup en ce moment-là précis, mais il devient le héros d'une nation. Et on a connu le cas Kennedy, mais là, on découvrait autre chose. C'est vous dire vraiment que ce personnage n'a pas su être appréhendé. Et ce qui a endormi enfin le camp, donc vous parlez de bascule, il y a aussi les sondages, il y a les médias, il y a le regard extérieur. Tout le monde pensait que c'était un fou et que personne ne lui accorderait tant de sérieux du temps. Et lui et son camp travaillaient. À avancer, à aller plus loin, et c'est eux qui ont été plus loin. Voilà. Il y a que globalement la communication du Parti républicain, du Parti démocrate n'était pas à la hauteur de l'événement. Voyons maintenant la dynamique et les contextes politiques qui ont conduit à ces résultats. Joël Atay-Gedegbe, la rhétorique de Trump sur la menace des élites a-t-elle touché plus fortement les classes populaires par rapport aux années précédentes? Oui, incontestablement, malgré quand vous avez le chômage, quand vous avez l'inflation qui est quand même à son comble, 25% par endroit, c'est plus que les classes moyennes, c'est presque tout le monde qui le ressent dans son portefeuille. Et donc si M. Trump arrive à désigner les boucs émissaires commodes à travers l'establishment, et que malheureusement, à travers le wokisme, à travers un peu toute cette manière nouvelle de voir les choses, mais qui sont presque des épiphénomènes en dépit de tout, d'autant qu'il y a une Amérique profonde
Elle peut ne pas être rurale, mais il y a le cœur de l'Amérique, il y a quand même quelque chose encore de fondamental. Donc il a su identifier ça et on l'a dit tout à l'heure, il a su gagner en plus d'autres communautés qui n'étaient pas traditionnellement acquises à son camp. Il a beau perdre certains du camp démocrate, du camp républicain, mais il pourra toujours dire que c'était bon débarras, que c'était l'establishment dont il parlait, toutes tendances confondues. Donc, quelque part, il est cohérent avec lui-même. Et ça a été en partie la magie de son élection. Deuxième niveau inattendu, on a déjà dépassé le caractère odieux et autres qu'on a peint, dont on a pensé qu'il serait le repoussoir. Il a réussi à dépasser ça également. Donc je dirais troisième niveau, c'est par rapport à l'organisation. Et là, par rapport à l'Afrique, par rapport à nos pays, j'ai été très intéressé par le discours de Trump, à la fois victimisation, à la fois en accusation presque infondée, mais pas tant que ça. Agapit Napoléon, qui est aussi expert électoral, ne me dira pas qu'il n'est pas curieux, ou bien qu'il reste curieux de voir dans cette démocratie dite presque parfaite ou aboutie, qu'il y a encore des problèmes de transparence, de fraude et autres. Et une bonne partie du discours de campagne de Trump, jusqu'au dernier moment, a consisté à marteler que ceux d'en face n'étaient que des fraudeurs, ne faisaient que frauder. Il ne s'est pas contenté de dénoncer, de stigmatiser ou de manipuler. Il a pris ses précautions. Il a pris des précautions. De quelle manière cela a-t-il joué? Je ne saurais le dire, mais s'il les a prises effectivement et dans la proportion qui est en train d'être rapportée à travers la mise en place d'équipes de représentants ou d'observateurs, je dirais de représentants du candidat, et je lui tire mon chapeau, parce que c'est par là qu'on se doit de commencer quand on est candidat. Une fois le programme élaboré, une fois les moyens de campagne réunis, il faut s'assurer, il faut organiser la sécurisation de son vote. Et presque sous tous les cieux, les êtres humains restent les êtres humains. Et à défaut de surveillance, la tentation est forte peut-être de frauder. Et les systèmes électoraux américains, j'en parle au pluriel parce que c'est un État fédéral avec 52 États et presque autant de systèmes différents selon les États, ce qui nous donne parfois quelques difficultés à appréhender d'ailleurs ce qui nous vient des États-Unis. Donc, en gros, M. Trump a réussi apparemment à déployer des équipes plus importantes, mieux aguerries dans la surveillance du scrutin. Donc des équipes, et comme c'est un pays de juristes et de procédures juridiques à n'en plus finir, et tout se termine au tribunal et dans tous les sens, et le nombre d'incidents ou de plaintes qui ont été documentées est impressionnant. Et s'il n'avait pas gagné, c'était l'autre arme qu'il se réservait de sortir. Et donc, de manière... De quelle arme parlez-vous? L'arme juridique, l'arme du combat pour la surveillance, ce que le droit qu'on lui donne en tant que candidat de s'organiser pour sauvegarder de la contestation légale. Et on lui a reproché d'être un contestataire anticonstitutionnel pratiquement des institutions et du système. Mais là, en jouant avec le système, est-ce que le système lui donne, et ça, c'est donné presque universellement à tout le monde. Souvent, on est habitué à crier à la fraude, mais ceux qui le crient ne s'organisent pas pour empêcher la fraude. Je tire mon chapeau à M. Trump et ses équipes d'avoir manifestement tiré le son d'une défaillance des temps passés, des élections passées, de leur côté, en organisant davantage d'équipes de surveillance. Et ça aussi, peut-être que ça a joué, je ne sais pas dans quelle proportion, parce que je ne peux pas accréditer l'idée que les autres ne seraient que des fraudeurs, bien seraient seulement portés vers la fraude. Mais le minimum qu'on fait en ces circonstances, c'est de se prémunir, c'est de s'organiser pour imposer l'image d'une équipe bien structurée et capable de défendre jusqu'au bout les scrutins qu'on a laborieusement eus. Et ça a peut-être eu son petit effet. Il a su jouer de tous les espaces, de beaucoup de détails qu'on n'a pas vus ou que ceux d'en face ont banalisé en le
en le limitant à la caricature, à celui qui ferait le show. Personne n'a prévu les attentats non plus, probablement, et c'est certainement pas des mises en scène. Donc c'est autant de facteurs qui, de proche en proche, ont pu consolider l'image de quelqu'un. N'oublions pas, je n'ai plus la proportion, peut-être Agapit s'en souvient, la proportion des indécis. Mais on nous disait que non seulement il y avait les swing states, mais qu'il y avait encore beaucoup d'indécis. Donc des gens qui, jusqu'au dernier moment, n'avaient pas décidé de pour qui ils voteraient. Bien qu'il y ait eu mobilisation, M. Trump a gagné plus en vote populaire que par les 2 élections précédentes auxquelles il a participé. Ça veut dire qu'il a mobilisé beaucoup plus de gens, ou que l'enjeu a fait sortir beaucoup de gens, mais c'est lui qui récupère de toute façon la mise à l'arrivée, avec la différence qu'on voit, plus les éléments de surveillance, d'organisation autour de lui, les éléments de réactivité dans la campagne. Ça offre quand même un cocktail qui converge vers une victoire à peu près assurée. Agapit Napoléon Maforican, peut-on dire également que la politique étrangère avec la position sur Israël et le Moyen-Orient a joué un rôle dans le vote des communautés juives et musulmanes? Disons beaucoup plus la position, la conséquence de la position. La conséquence de cette position, c'est que ça concentre M. Trump sur les questions internes. Plus de protectionnisme, plus de fermeté, enfin, plus de rigueur aux frontières. Et il a dit. Donc, lui, c'est protéger les Américains. Le problème de l'Américain, ce n'est pas Israël. Un Américain, vous prenez les 2 tiers des Américains, ne se réveillent pas sur l'international. Ils ne basent pas l'international. Le pays est déjà trop majestueux. Même rien du reste du monde. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas. Quand Georges Bush était élu, on dit, mais voilà, il n'a jamais été à l'extérieur qu'une seule fois, il était en France. Mais après, la France, oui, elle a une belle gastronomie, mais bon, c'est ce qu'on gardait d'elle. Non, disons que les Américains avaient besoin qu'on les rassure à l'intérieur. Et donc, du coup, les questions de l'international n'étaient pas au centre. Pas du tout. Si elles devaient être au centre, c'est plutôt pour inquiéter le camp d'en face. Mais pour le moment, ça n'a pas été réellement le centre. C'est beaucoup plus les questions internes. Donc, je ne pense pas. Même quand Trump dit qu'il va par rapport à l'Ukraine, non, la guerre ne va pas prendre fin du jour au lendemain. Bien sûr, certaines positions américaines vont être ramollies, ça c'est sûr. Mais cette guerre-là n'est pas pour finir en fin 2024. Alors, quel enseignement tirer de la polarisation politique actuelle aux États-Unis? Est-ce en hausse ou en baisse? Non, la polarisation est connue, mais ça n'a pas. Il y avait 4 candidats quand même. Hein. Il y a eu 2 autres candidats dont personne n'en parlait parce que bon, on ne les comptabilise pas. Ça fait longtemps, ça fait depuis le XVIIIe siècle quand même, vers la fin du XVIIIe siècle que cette affaire a commencé. Donc du coup, ils ont eu le temps de s'y habituer. Oui, la polarisation crée parfois les clivages. Ça crée des clivages. On a connu même. Même lors des primaires, Obama, Clinton, dans le même camp, et démocrates, ça n'a pas été facile. Et parfois, lors des élections, lors des primaires, surtout entre candidats, de même camp, ce n'est pas toujours facile. Beaucoup veulent aller, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, la polarisation joue un jeu. Mais il y a des élections sur lesquelles elles ne se donnent pas la taille. C'est pas ça le cœur même du débat, parce qu'il y a le débat de fond. Le débat de fond qui fait que les 2 camps, on sait où ils vont. N'oublions pas que les élections américaines sont d'une fois de mi-terme, donc de mi-mandat, d'une fois des élections générales. Une fois de mi-mandat, une fois des élections générales. Donc ça permet de modifier un peu la carte. Et en ce moment-là, souvent, s'opèrent certaines mutations, notamment la perte, par exemple, actuellement, le camp Trump peut revendiquer la majorité aussi bien à la Chambre des représentants que dans l'autre, au Sénat. Donc, ça fait que là, il dispose entièrement de la main pour gérer son programme,
pour conduire son programme, parce qu'il n'y aura pas à négocier particulièrement qu'à arrondir certains angles avec les siens. À la Cour suprême, qui joue, qui est un peu la Cour constitutionnelle, donc qui opère en qualité de Cour constitutionnelle et autres, Cour suprême, Cour constitutionnelle, Trump, les républicains ont une majorité. Ils sont 6 juges, Trump en a nommé 3 déjà, et ils sont majoritairement républicains. Ce sont des éléments qui ne trompent pas. Aujourd'hui, la question, oui, la bipolarisation, ça crée des clivages. Mais la culture politique du pays a pris le dessus sur certains frémissements qu'on a pu observer ces 10 dernières années. La culture politique, l'évolution politique, la culture démocratique et la pratique continue. La culture démocratique née de la pratique continue de ce système a fini par avoir raison de certaines résistances et appréhensions. Merci à vous. Nous allons suivre rapidement l'intervention de Hamzat Abdoulaye, expert géopolitique, qui va nous donner son avis suite à ces résultats. Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, est élu président des États-Unis après avoir passé la barre des 270 grands électeurs. Il remporte face à la vice-présidente sortante et démocrate, Kamala Harris, selon les grandes tendances. Jusqu'à 18h ce mercredi 6 novembre, le républicain dispose déjà de 277 grands électeurs sur les 270 nécessaires. Donald Trump gagne pour l'instant 4 des 7 swing states en français état pivot ou état clé. Une bonne performance selon le consultant géopolitique Hamzat Abdoulaye. Donald Trump aussi a fait du Donald Trump durant ses campagnes. Et Donald Trump est une figure connue depuis 40 ans aux États-Unis. Et Donald Trump, c'est un nom qui n'est pas du tout inconnu à l'Américain issu de l'Amérique profonde. Et ça a également joué fortement contre Kamala Harris, il faut le noter, même si elle est vice-présidente du parti, elle est plutôt inconnue des comtés reculés des États aux États-Unis. Et ça a joué en sa défaveur également dans la mesure où Trump était en campagne littéralement depuis 4 ans et Trump est aussi un ancien président. Trump, c'est un milliardaire qui a réussi à avoir le soutien d'Elon Musk qui détient, je vais dire, une plateforme numérique sur laquelle beaucoup d'Américains interviennent. Et ça, c'est des signes très forts qui ont convaincu les Américains durant ces élections. Le vote en faveur de Donald Trump a progressé dans la quasi-totalité des États américains par rapport à la présidentielle d'il y a 4 ans, ce qui signifie que Kamala Harris a reculé d'autant de points ou presque. Jusqu'à 18h ce mercredi, sur les 270 grands électeurs, elle a obtenu 224. Le consultant géopolitique fait ses analyses au sujet des résultats obtenus par la vice-présidente sortante. On peut dire que ça s'explique par plusieurs aspects. Déjà, l'aspect du timing qui était réduit, 107 jours pour préparer une élection aux États-Unis, soi-disant la plus grande démocratie du monde, c'est très court. L'autre chose également, c'est l'absence d'un véritable programme de Kamala Harris, l'absence d'une feuille de route précise par rapport à ce programme. Et ça lui a coûté très cher parce que on voyait très bien Kamala Harris, les premières semaines, rester concentrée sur un programme surtout social, un programme consacré à la relève de l'économie américaine, un programme qui était concentré à juguler l'inflation et surtout un programme qui mettait l'accent également sur l'IVG, les droits de femmes. Mais aujourd'hui, ça s'est retourné contre elle parce que justement, elle ne s'est pas concentrée durant ses meetings sur ses programmes, durant ses rencontres, les multiples rencontres qu'elle a eu à faire, surtout dans ses états clés. Elle n'a pas mis en avant son programme, mais elle est rentrée dans le jeu de Donald Trump, c'est-à-dire la critique de la personne, la critique de l'adversaire. Et ce jeu, Donald Trump sait très bien jouer à ce jeu et il gagne quasiment toujours
à ce jeu. Le système électoral américain se repose sur un système indirect où les citoyens élisent non pas directement leur président, mais des grands électeurs qui se réunissent pour choisir le chef de l'État. Ce collège électoral compte 538 membres, correspondant au nombre total de sénateurs et de représentants au Congrès. Chaque État dispose d'un certain nombre de grands électeurs, attribués selon la taille de sa population. C'était le regard de l'expert géopolitique Hamzat Abdoulaye sur la question des élections aux États-Unis. Joël Ataï-Guédek, mais que signifie cette élection pour la gouvernance des États-Unis et les relations internationales? S'agissant des États-Unis, Agapit avait commencé à le dire, mais plus amplement, si la victoire du camp républicain est confirmée au niveau de la Chambre des représentants des députés, la victoire des sénateurs, au niveau des sénateurs est déjà acquise, donc au niveau plus bas des représentants, si elle était acquise, ça voudrait dire que M. Trump a vraiment toutes les cartes en main au plan institutionnel, à la Cour suprême, donc au niveau du système judiciaire. Les juges lui sont favorables. C'est des juges dont on connaît les opinions politiques aux États-Unis et il y a encore la perspective qu'il en nomme 3 autres prochainement. Donc il y a des questions de société, des questions apparemment cruciales aux États-Unis, avortement et j'en passe, peine de mort, et sur lesquelles ces juges-là sont amenés à opiner. Là, on peut déjà connaître leur position politique et finalement la décision qu'ils vont rendre et qui serait favorable à la vision, à la politique de M. Trump. Plus concrètement ou plus quotidiennement, s'agissant du Sénat et du Congrès, je commence par le Congrès, s'il avait la majorité, et en plus, ça voudrait dire que ces budgets passeraient comme une lettre à la poste. Le budget est l'élément de l'outil de mise en œuvre d'une politique au plan économique et financier, et c'est très important. C'est d'autant plus important qu'au niveau des États-Unis, on a vu plusieurs présidents se heurter à la résistance de la Chambre des représentants ou de congressmen, et qu'on était obligé de supplier pour que l'État ne fût pas en cessation de paiement. On se demandait souvent, mais comment un tel État pouvait-il se retrouver sans budget et vraiment à l'agonie par moment. Donc ce souci disparaît. Ce besoin, cette obligation de négocier avec les opposants qui auraient été majoritaires n'est plus une épine dans le pied. Donc pendant 2 ans, en gros, il a un boulevard au niveau du système de check and balance de la gouvernance des États-Unis. La gouvernance des États-Unis est organisée en poids et contrepoids, check and balance, au niveau des institutions. Donc pendant 2 ans, à tout le moins, et comme lui-même a dit, indépendamment de ça, il va être un dictateur, entre guillemets, prendre des mesures exceptionnelles et fortes dès son arrivée. Et tout en sachant que ça heurterait, il a dit, je m'empresserai d'être votre président, d'être comme vous, ça ne durera pas longtemps. Est-ce qu'il va pouvoir tenir promesse dans cette volonté de contourner tout institutionnellement? Il en a la facilité d'un côté, mais au niveau de sa propre éthique, au niveau de la justesse qu'il peut mettre dans son allant, voilà, il a cru quand même devoir rassurer les Américains qu'ils n'iraient pas trop loin dans le vertige du pouvoir, dans la toute-puissance. Et ce n'est qu'à l'épreuve qu'on en saura ce qu'il a annoncé comme première mesure et qui ont quand même touché les Américains. Et ce qui a rassuré dans le lien entre sécurité et immigration, c'était de dire je vais organiser des déportations. En anglais, c'est pas exactement comme, je dirais, expulsion plutôt d'immigrés clandestins, parce que déportation, quand même, ça renvoie à tout ce qu'on a connu sous le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la tentation ou la tentative de présenter Donald Trump comme un horrible nazi, comme quelqu'un qui en reviendrait pratiquement aux chambres à gaz, n'a pas opéré. Et il est outrancier, il est excessif, mais lui-même apparemment sait jusqu'où
savoir raison, c'est pouvoir devoir raison garder. De quelle manière également le Parti républicain va-t-il pouvoir se rebiffer? Il en a contre le Parti républicain. Il promet de débusquer l'administration, les fonctionnaires, de tous ces fonctionnaires politisés, que ce soit les démocrates. Théoriquement, il y a le spoil system qui fait que ceux qui sont arrivés avec une gouvernance, un régime donné, doivent partir avec, au départ ou à la fin de ce régime. Mais les gens ont survécu. Il y a fatalement quelque chose qui s'est développé dans l'administration. Et c'est contre tout ça que Trump a pu, ou c'est pas tout ça qui s'est fait le porte-voix des Américains qui en avaient assez d'être gouvernés au niveau, à un niveau trop éloigné de la fédération, alors que eux, dans les États, parfois dans les comtés, pour ne pas dire dans les districts, à un niveau très bas, ils ont d'autres réalités. Et n'oublions pas que leurs élections ont concerné le président de la République, le Sénat, la Chambre des représentants, mais également les comtés, jusqu'au shérif, jusqu'au chef de la police à un niveau local. Donc ne tirons pas de conclusions hâtives. Chacun va savoir aux États-Unis quoi tirer de ça. Et puisque c'est aussi un État fédéral avec une certaine autonomie en partie, il y aura des différences. Il sera curieux enfin de voir comment une des questions pendantes ou qui fait l'intersection avec les propositions de Trump sera résolue. C'est la question de la présence des troupes fédérales, donc du gouvernement fédéral au niveau des frontières, bien sûr, le territoire de certains États, et le Texas et autres là. Il y a des conflits, les gens se regardent en chien de faïence actuellement parce qu'il y a des conflits de compétences entre les polices locales et la police fédérale s'agissant de la manière de gérer justement cette histoire d'immigration clandestine. Donc théoriquement ou pardon, de manière pratique actuellement sur le terrain, il y a un début de confrontation, mais qui va être tranché comment. Et peut-être que chacun va savoir concéder à l'autre de nouvelles compétences ou bien laisser faire. Donc cette gouvernance aussi sera curieuse en termes de respect de la tradition du check and balance si cher aux Américains. Et donc jusqu'à quel point M. Trump sera-t-il dans la justesse au-delà de ce qu'on craint de lui comme outrance. Attendons de voir. Mais on dit que c'est un pays qui a des institutions très fortes. Peut-être sauront-elles finalement se rappeler à lui, lui rappeler le minimum à observer. Je vous pose la question à Gabriel Napoléon Maforican. À quel point Donald Trump sera à la hauteur de ce qu'on lui demande? Écoutez, je pense qu'on a déjà suffisamment parlé de ça. Donald Trump, il a déjà démontré de quoi il est capable. Donc, il a promis mettre fin à la guerre avec l'Ukraine. Il va tenir sa promesse. Il ne mettra pas fin à la guerre, mais il va atténuer la guerre. C'est-à-dire qu'il va échanger avec Poutine. Comme on l'a vu en Corée du Nord. Il n'a pas réglé le problème entre le Nord et le Sud. Mais il a atténué la virulence de Kim Jong-un à un moment donné, et le temps de passer du temps, enfin comme je peux le dire, dit que le temps que l'air passe et que certaines rhétoriques s'atténuent. Donc oui, ce qui est sûr mettra l'Europe, l'OTAN, les Européens devant leurs responsabilités en matière de gestion de l'OTAN et en matière de financement des Américains, parce que en termes d'ardoise, en termes de mettre la main à la porte, c'est les Américains qui quand même supportent le plus gros lot. Donc du coup, oui, il tient parole, il a dit, je vais tenir parole. La prospérité va revenir. Donc il n'y a pas de doute sur cette question. Vous avez posé une question tout à l'heure que disons, quelle incidence à l'interne comme à l'externe? Je pense qu'à l'interne, Joël l'a déjà dit globalement. À l'interne, on connaît la bête. Elle est féroce, elle est intrépide. Pourquoi cette fixation sur la bête que non, mais c'est une bête, c'est-à-dire que c'est un personnage énorme, je l'ai dit. C'est pas péjoratif, c'est un animal politique. Il est énorme. Et quand il le dit, il n'y a rien qui l'arrête. Il est prêt à défoncer n'importe quelle barrière pour avancer. Donc ça, même ses adversaires le savent. Et donc du coup, l'Américain moyen n'a pas peur. Une fois qu'il est élu... Justement, on se pose des questions sur sa capacité mentale. Quelqu'un qui a fait tant de fortune, qui a passé tant d'adversité, tout ce qu'on lui a reproché... Mais
quand vous avez déjà gouverné, ne faites pas dans son nom. En réalité, il n'y a que les médias, un certain type de médias, qui se posent la question. L'Américain ne se pose pas. Regardez le bras de marée, mais qui se pose la question? Dites-moi, les instituts de sondage? Mais ce n'est pas eux qui votent. Donc, en réalité, et il y a le reflet à l'international, c'est que les Africains, par exemple les Européens, ont fait de lui, et que nous, Africains, nous répétons mécaniquement. Moi, j'ai vu Trump lors de sa visite d'État en France. Mais c'était le 14 juillet, je ne me rappelle pas quand. C'était élégant, c'était majestueux. Et après, bon, c'est vrai, il a vu ça. Trump s'est joué ses cartes. Oui, mais justement, mais c'est ça qui lui a permis de quitter les chaînes de télévision, de quitter l'actionnariat pour devenir président des États-Unis. C'est-à-dire que ça c'est un personnage qu'il faut analyser, que les relations internationales, les relations publiques, la science politique, même les milieux stratégiques devraient analyser. On devrait le psychanalyser à un moment donné, comme je le dis toujours. Il faut entrer. C'est un personnage exceptionnel de notre temps. On doit pouvoir le dire, de ne pas le dire. Moi, j'ai de la fascination, mais ce n'est pas de la fascination naïve. Je suis un analyste politique. Mais je dis, autant les Napoléons, en ces temps-là, ont séduit leur monde. Autant les De Gaulle, en leur temps, ont séduit. Mais aujourd'hui, Trump, et autant les Kohl Mitterrand ont dominé le monde à un moment donné. S'il fallait s'en convaincre, le message que le président Macron s'est empressé de lui envoyer en dit long, où dans un passage, il précise avec chacun nos convictions, ou pour ne pas dire nos manières d'être, tout ce qu'il a pratiqué, et c'est qu'il faut faire avec. Et en même temps, Macron, pour rapidement sauter là, Macron dit, j'ai parlé avec le chancelier Scholz, chancelier allemand, et nous allons désormais fonctionner ensemble pour faire face à cette nouvelle réalité. Donc, c'est une réalité. Scholz a dit la même chose. J'ai parlé aujourd'hui avec le président Macron pour que nous puissions. Donc, concevez Trump comme ce personnage-là. Au niveau de l'international, c'est là le drame. En fait, les Africains que nous sommes, beaucoup se sont laissés entraîner dans la rhétorique, pas la rhétorique occidentale, sur le personnage. Avec tout ce que vous dites, quoi, oui, mais sa capacité mentale, est-ce qu'il n'est pas outrancieux, il n'aime pas les femmes, il est misogyne, enfin, il est excessif, il est si, tout ce qu'on dit. Mais le gars, il a bâti une fortune immense. Il a gouverné. Parfois il y a de l'élégance, parfois il y a de l'outrance. Mais c'est une puissance. Si on a su gérer Ronald Reagan qu'on pensait que lui n'allait pas, les capacités intellectuelles de Trump sont meilleures que celles de l'acteur Reagan. Donc, en clair, et lui, il a avec lui le monde numérique, les nouveaux outils de communication. Quand tu as avec toi tous ces éléments-là, tu sais comment gérer. Alors donc, on l'a déjà vu, dans les grands conflits de tension mondiale, il a su sortir l'Amérique de tout ça. Il ne s'est pas enlisé, comme certains se l'ont fait ailleurs. Donc, ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on sorte de la rhétorique occidentale sur Donald Trump et qu'on l'analyse, et qu'on le juge au mot. Et le juger au mot veut dire quoi? Oui, on parlera de la prise du Capitole, mais le mouvement de foule, il y en a partout. Donc, sans l'excuser, il est évident qu'il va travailler pour que, à la fin de ce mandat, on oublie l'incident du Capitole. Et pour lui, ça, je suis convaincu. Deuxième chose, au niveau international, nous devons plutôt regarder, surtout nous les Africains qui avons tout à rebâtir, nous devons regarder ce personnage comme une sorte de masque, enfin disons, de normes devant nous, d'exemple. Je ne dis pas de le copier dans ses outrances, mais en chacun il y a du bon et du mauvais. Pourquoi ne pas copier de ce personnage? Qu'est-ce que vous faites de son âge? Un homme de 78 ans. Et de l'âge de Biden? Et l'âge de Biden? Non, l'âge n'est pas un problème. On ne peut pas faire d'abstraction sur l'âge. Mais je vais finir. Nous devons plutôt regarder et analyser. Comme je l'ai dit, moi je prends chez ce personnage la combativité, le patriotisme engagé. Je le dis engagé, où il met toute sa force, toute son énergie, toute la je l'ai dit tout à l'heure, tout ça pour bâtir la Grande Amérique. Et ça, la fierté de bâtir la Grande Amérique, je dis,
même s'il n'arrivait pas à le faire, entretenir le rêve est déjà quelque chose de profond. Les grandes idées, les grandes réalisations commencent par un rêve, par un pas. Donc, il faut bien rêver d'abord avant d'avancer. Donc, je pense que nous devons apprendre à rêver comme lui. Nous devons apprendre à y croire. Nous devons apprendre à avoir confiance en nous-mêmes. Et nos dirigeants, donc, beaucoup se sont... Je n'ai pas entendu beaucoup de réactions africaines. Hein? Mais nos oppositions, moi je dois regarder, ouais, la classe politique au pouvoir, comme celle de l'opposition, doit pouvoir regarder ce qui s'est passé aux États-Unis comme un événement mondial. Mais est-ce qu'on l'a perçu ainsi? On va dire, oh, Trump est revenu encore, ben, on a peur. On a peur de quoi? Toi, tu es africain. Tu as peur de quoi chez Trump? C'est ce que les gens qui sont déjà là-bas, qui sont régulièrement là-bas, n'ont pas à se plaindre. C'est ceux qui veulent rentrer frauduleusement qui veulent combattre. Encore qu'en Afrique, le grand flot ne vient pas de l'Afrique, oui. Ça vient de l'Amérique latine. Donc, du coup, ce problème, nous n'avons pas un problème avec Donald Trump. Moi, je pense que les programmes existants, tout ce qui est les acquis, il ne va pas les toucher. Il ne va pas les toucher. Donc, nous avons plutôt à profiter. Regardez un pays comme le Bénin, où nous nous lamentons sur un code voté depuis quelques mois, où tout le monde s'agite, les gens se découvrent au-dessus de la volonté populaire, au-dessus des institutions. Nous devons quand même, en prenant en compte ce que Kamala Harris aussi a déclaré tout à l'heure, avant qu'on monte à l'antenne, qu'au-dessus des individus, il y a les institutions. Et ça, vu d'Afrique, c'est une leçon que nous devons retenir, qu'au-dessus des individus, il y a les institutions. Et nous avons nos institutions, elles sont les nôtres, c'est nous-mêmes qui les avons, nous sommes donnés. Si elles sont mauvaises, travaillons à les changer ensemble. Mais pour le moment, c'est nos institutions. Vu ainsi, lorsqu'un individu se lève et pense qu'il est au-dessus de l'État, au-dessus des institutions, c'est lui qui a à combattre, c'est lui qui devient un individu dangereux pour le pays et pour l'humanité. Donc, moi, c'est la lecture que je fais en disant, regardez, le vote populaire, aujourd'hui, est en faveur de Trump. Les grands électeurs, il les a déjà gagnés. Les institutions, il les gagne. Les deux chambres, il les gagne. Du coup, à la Cour suprême, il les gagne. Alors pourquoi on est fixé sur tout ça? Parce que c'est les cœurs du pouvoir, c'est les centres du pouvoir. Mais quand il les gagne aussi démocratiquement, il les utilisera aussi démocratiquement pour faire passer ses volontés, la volonté du parti républicain, la vision que lui, Trump, a, pour les faire passer, les transformer en vision américaine, en volonté du peuple américain et en désir du peuple américain. C'est cela. Donc, quand vous le transposez, s'il le fait passer, on ne dira pas que c'est vote mécanique. On ne dira pas que c'est majorité mécanique, qu'il faut tenir compte de la minorité. Il n'y a pas de minorité à tenir compte aux États-Unis. Il n'y a que les règles sont établies. Vous voyez, les États, même le mode de scrutin, il est majoritaire. Donc, regardez un État qui a 50, 70 grands électeurs. Tu gagnes avec une voix de plus, tu ramasses le tout. En dehors de deux États où c'est la proportionnelle, les 50 sont à la majorité. Donc, vous ramassez tout et l'autre n'a rien. C'est 19, on n'a pas de Pennsylvanie, c'est 19 contre 0. On n'a pas d'un État comme le New York. Il me semble que c'est 40. New York, c'est 40 ou bien c'est combien, hein? Ou 24. En tout cas, contre 0. Kamala Harris l'a ramassé. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. 15, 16, 19, 24. C'est ça. Ça veut dire que c'est leur système à eux. Alors, les gens ne disent pas que c'est contre la démocratie, que la minorité, et qu'il y aura conflit, il y aura crise. Donc, nous qui utilisons ces rhétoriques de la peur, ce chantage à la paix, je pense que ces élections, nous devons les regarder avec beaucoup de clairvoyance et surtout d'humilité en disant, c'est ça que Hillary et tout à l'heure et Kamala Harris a dit, lorsque vous perdez une élection, vous la reconnaissez. Et là, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et ça veut dire quoi? Lorsque vous perdez une cause, vous devez comprendre que c'est cela le jeu et faire profil bas. Il n'y a pas de messies individuels, il n'y a pas d'individus messianiques, il y a les institutions. Et lorsque les institutions décident, il n'y a pas des individus qui doivent encore jouer des anciens de ci, anciens de ça, qui disposent des voix meilleures que celles qui sont celles des institutions. Voilà un peu, moi, la leçon que de cette élection
doit refléter vers nous. Nous qui nous nourrissons de la rhétorique occidentale, de manière, à mon humble avis, naïve, et analysons mal certaines situations, le vote américain devrait nous ramener à un peu d'humilité sur nos capacités individuelles à nous peser et à peser sur les institutions. Voilà un peu, moi, l'une des leçons que je tire, notamment vue d'Afrique par rapport à ces élections. On note à travers ces élections une politique traditionnelle qui reprend sa place. Quel avenir pour le parti des démocrates, notamment pour ces figures montantes comme Kamala Harris, Joël Ataye-Kadekwe? Nul ne sait pour l'instant. Quand je prends le contenu, la tonalité de son discours de concession, on n'a pas assez d'indications sur le fait qu'elle aurait pu réaliser une OPA sur le parti. Au demeurant, d'ailleurs, les partis aux États-Unis, que ce soit les deux majeurs, ne réunissent pas tant que ça énormément de citoyens. Bon, c'est lors des campagnes pour les primaires que les gens se mobilisent, cotisent et payent pour aller voir leur meeting et non attendre qu'on leur donne des billets de 500 ou de je ne sais combien. Et donc le citoyen s'engage progressivement, sait quel est le corpus de valeurs que défendent ou que portent ou incarnent ces grandes familles politiques. J'ai l'impression que dans les deux camps, les partis ont un sacré challenge, doivent se réinventer. Certes, des gens ont été élus. Ceux qui sont élus au niveau des Républicains sont soupçonnés d'être à la solde de Trump. Jusqu'à quel point il en sera-t-il ainsi, ou bien comment est-ce que les gens s'organiseront pour retrouver leur autonomie au-delà du leadership, du charisme de Trump qui a réussi à faire son OPA sur le Parti républicain. S'agissant des démocrates, les figures n'émergent pas. Agapit l'avait déjà dit, les démocrates sont arrivés manifestement à la fin d'un cycle avec leurs figures emblématiques. C'est vrai, il y a cette jeune députée originaire d'Amérique latine, j'oublie son nom. Donc il y a quelques-uns comme ça qui sont jeunes, qui sont des figures montantes, mais qui sont aussi des figures un peu à la gauche du parti, les démocrates. Donc ça ne risque probablement pas d'être le centre, le cœur. Donc il reste à trouver ces éléments fédérateurs, ces éléments en tout cas qui incarnent à la fois la synthèse, les valeurs traditionnelles du Parti démocrate et la synthèse avec les valeurs nouvelles qu'il voudrait s'approprier, que Kamala Harris a essayé de mettre un peu en exergue avec la juxtaposition, le melting pot qu'elle a eu, le kaléidoscope de personnalité qu'elle a eu autour d'elle. Donc il faut que ce parti fasse son aggiornamento et fasse son ajustement idéologique, identifie les personnes les mêmes, à même de le symboliser. Ça ne risque pas d'être Bernie Sanders. Vous avez tant parlé de l'âge des uns et des autres. Bernie Sanders aussi est relativement âgé et il a le mérite d'avoir laissé la voix à Kamala Harris sans la contester. Il n'y a pas eu de contestation ouverte à l'interne, mais ils vont devoir faire un bilan, tirer les leçons, se projeter. Je n'imagine pas que les nouvelles figures montantes du Parti démocrate s'en laisseront compter. Est-ce qu'en Kamala Harris, elles vont trouver un leader? Est-ce qu'on va assister à la guerre des femmes avec, comment elle s'appelle, Madame Obama, à laquelle beaucoup pensent comme alternative, comme figure emblématique qui pourrait reprendre le flambeau? Voilà, il y a quelques inconnus. Est-ce que les nouvelles figures montantes seront issues des minorités? Et peut-être également là, faudrait-il qu'il... Je crois qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer, mais j'observe que les 2 ans qui viennent là sont un temps crucial pour que ces partis se réinventent. Et je pense que les conclusions les plus pertinentes pour moi ne seront tirées que d'ici 2 ans. Agapit Napoléon a bien fait de dire que cette élection a été une forme de référendum pour ou contre Trump. Et voilà, il a gagné la partie judiciaire, il a corroboré par celle de la légitimité des urnes. Et il faut lui en donner acte et se rappeler que c'est les Américains qui ont décidé pour eux
Nous, on ne fait que qu'observer et ne prenons pas nos désirs pour des réalités. Le petit bémol que je mettrai à ce que Agapit a dit par rapport au discours de concession de Kamala Harris, c'est que, premièrement, elle a réinstauré, elle a ramené une tradition que Donald Trump a presque foulé du pied la dernière fois en ne reconnaissant pas sa défaite. Je ne parle même pas du Capitole. Donc, cette fois-ci, on retrouve les bonnes traditions que même des pays comme le Bénin avaient commencé à intégrer depuis 2016 avec l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, qui n'a pas voulu laisser cours aux spéculations inutiles. Ça, c'est les bonnes choses dont nous pouvons nous inspirer, dont nous avons encore besoin. Mais je m'interroge, si M. Trump avait été minoritaire aujourd'hui, quelle aurait été son attitude et celle de son camp? On ne peut pas dire qu'on ait passé non plus le temps à se faire peur. Cette fois-ci, le système américain a édifié des barrières. Il y a eu une anticipation sécuritaire de ce point de vue. C'était le moins qu'il pouvait faire au regard ou instruit par un passé récent. Et je l'ai entendu dire ne plus revenir sur les fameuses fraudes qu'il voyait massivement venir de l'autre côté dès qu'il a gagné au niveau de la Pennsylvanie, qu'il a fait le trou. Tout d'un coup, il n'y avait plus peut-être de fraude et autres pour lui. Ça également, c'est une attitude qui interroge et sachant raison garder chaque fois, mais observons et voyons ce que nous pouvons intégrer dans nos traditions, comment nous construisons nos institutions et nos traditions démocratiques pour qu'elles nous ressemblent et soient aussi enviables de l'extérieur. Il n'y a pas que les autres devant lesquels nous devions rester béats. L'Afrique a pu trouver curieuses certaines postures, certaines situations des États-Unis. Ça reflète pour moi la diversité des systèmes démocratiques, de leurs pratiques. On n'a pas à rougir parfois de ce que nous faisons chez nous, mais on doit aussi faire l'effort de balayer devant nos portes et de nous moderniser. Je dois dire que Donald Trump l'a dit de ne pas avoir peur. Il a dit avant le scrutin, ou aussitôt après avoir voté, que les gens parlent de violence, que lui, il reconnaîtrait sa défaite si on ne lui vole pas l'élection. Il a dit clairement. Mais à sa décharge, est-ce que Al Gore a reconnu sa défaite face à... Non, Al Gore a combattu par les voies légales, par le recours judiciaire. Oui, mais l'histoire du Capitole est anecdotique. On ne peut pas... Je suis d'accord, donc ça a été spectaculaire et ça a pris de court. Et elle est venue qu'en janvier. Tout à fait, au moment de l'installation. Voilà, au moment donc, ce n'est pas... On a terminé avec la période électorale. Même à la décharge de Donald Trump, j'ai presque envie de dire que c'est le système médiatique américain qui a conduit à ça. Ils l'ont broyé et même le type de culture médiatique qui fait que les gens ne regardent qu'avec des œillères. Voilà. On a dit tout à l'heure qu'ils ne voient pas la réalité internationale. Parfois, même celle des États-Unis leur échappe. Ils n'ont vu que leur candidat qui était malmené. Ça pourrait être ça. Exactement. D'autant que je dis, l'élection de George Bush Jr. a été peut-être la plus clivante de ces 50 dernières années, pratiquement. Contre Al Gore. Parce que... Qui a gagné le vote populaire. Mais vraiment, les décomptes ici et là, ça a été dur. Donc, le système aussi a été éprouvé. Et en Europe, le système électoral est souvent éprouvé par parfois les pannes des systèmes électroniques, certains votes qui font recompter. Et donc, il n'y a pas, je pense qu'en matière électorale, il n'y a peut-être pas de meilleur système, mais il faudrait qu'on sache raison garder, là on se rejoint, que fraude ou pas fraude, lorsque les instances en charge de la gestion finissent, parce que en 2000, c'est à la Cour suprême, c'est pratiquement la Cour suprême qui a tranché. La Cour suprême qui était dominée par des républicains. Bien après l'installation. Oui, qui était dominée par des républicains en 2000. Donc du coup, est-ce que réellement George Bush Jr. a réellement gagné? La Cour suprême a dit qu'il a gagné et finalement on reconnaît l'histoire de Tienda qu'il a gagné. Et donc les institutions ont parlé. Et c'est pour ça que moi je dis, il faudrait que nous puissions sacraliser les institutions. Et les procédures qui vont... Et les procédures, oui. Les institutions et les procédures. Nous avons au Bénin une constitution qui a décrit les procédures
et qu'il y a d'abord les Mais institutions. que nous ne respectons pas toujours, et je voudrais qu'on fasse davantage. Non, qu'on ne les respecte pas. Non, pas les institutions, les procédures. On n'en fait pas suffisamment l'apprentissage. Non, il y a les voies de recours. Il y a les voies de recours. Et même si, c'est ça que je dis, même si on ne les respecte pas, ou on ne les pratique pas suffisamment. Il y a les voies de recours. Donc, ou alors le système, soit on est suffisamment dépassé. Je suis de ceux qui pensent que nous appliquons un système qui nous dépasse. Nous n'en avons pas le niveau, nous n'en avons pas la... Au Bénin, et beaucoup plus en Afrique. On n'en a ni le niveau, ni la culture. Et j'ai été heureux et totalement reconforté lorsque un énorme personnage, une personnalité aussi suprême que Olusegun Obasanjo, qui dit que la démocratie telle que nous l'appliquons n'est pas adaptée. Il a dit il y a quelques jours seulement, et je l'ai lu et ça fait que nous n'arrivons pas à en être à la hauteur. Donc quand je l'ai lu, je dis non, il ne va pas dire ça. Ce personnage, il est tellement immense pour lui. Et bon, pourtant, il a dit, au soir de sa vie, où il a tout expérimenté, il a tout fait. Alors, il est venu par coup d'État, il est revenu par élection démocratique, il a quitté le pouvoir, il est aujourd'hui un grand fermier, il a tout expérimenté, mais il reconnaît au soir de sa vie que ce système... Donc, mais on nous a mis une camisole et nos intellectuels qui ont des grands diplômes, comme dit Kérékou, il dit, mais à notre avis, puisque nous ne sommes pas juristes, c'est dans la conférence nationale. Il pose un problème, il dit, mais nous demandons à nos intellectuels, nos grands intellectuels, Kérékou était désemparé, qu'on ne lui dise pas à la conférence nationale en 90 si la loi fondamentale était encore en application ou non, par la décision du 6-7 décembre 89. Qui suspendait le socle sur lequel... Donc il y a eu un auto-sabordement. Il ne comprenait pas qu'on ne puisse pas lui dire concrètement que les intellectuels se chamaient autour de ça. Il avait raison. Il avait raison. C'est comme ça que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils font. Donc, vous voyez, moi, c'était une digression dans notre débat. Non, ça c'est l'opportunisme des intellectuels en général qu'il faut dénoncer. Donc, il faudrait qu'on arrête l'opportunisme justement des intellectuels. Parce que les récents prises de parole que nous avons au pays relèvent de cet opportunisme de personnalités, de personnages qui ont fait leur temps, qui ont joui du système et qui aujourd'hui semblent cracher dans le système en disant c'est moi, toi tu fais ça. Lorsque je vois quelqu'un qui est un haut juriste qui en pleine procédure met des doutes, je trouve que c'est quand même c'est de l'outrance républicaine qu'un individu te permette cela. C'est pas possible. Alors qu'une procédure en cours, on n'a pas terminé. On est en instruction d'un dossier. Alors, allons à la fin. Mais, session regardée. Donc, quand je vous l'avais dit, si on ne respecte pas les procédures, voilà encore ce type de réaction. Notre constitution, à l'article 24, 34 ou 35 ou 36 a dit que la constitution du Bénin, tous les citoyens se doivent de respecter cette constitution et les lois qui en découlent. Tous les citoyens béninois sont tenus de respecter la constitution et les lois qui en découlent. C'est article 34 si je ne me trompe. Et à 35 qui a construit que vous qui êtes commis de l'État, vous à qui on a confié une tâche, vous devez l'exécuter avec un certain nombre de qualités, de vertus. Mais qu'est-ce qu'on... Vous pensez, lorsque des individus interviennent dans les procédures, vous pensez que c'est ça ce qui se fait? Vous suivez vraiment la qualité? Donc, voilà globalement les élans dans lesquels nous devons... Regardez aujourd'hui, la France n'a pas de gouvernement. On a un gouvernement qui est là. Après une élection, le président s'est donné le temps de se donner un premier ministre qui permette aux institutions de tourner, mais qui ne reflète pas nécessairement. Mais on n'a pas dit là-bas que la démocratie a échoué, qu'il faut marcher et que Macron, il faut le destituer. Ceux qui l'ont dit et que ça a été utilisé dans la procédure normale. Mais ici, pourquoi des individus, même s'ils ont des personnalités, ils ne sont plus au rôle, peuvent penser qu'ils sont au-dessus de nos institutions? Voilà un peu les limites de ce que nous faisons. On retourne aux États-Unis. Je pense que ce que nous avons à faire, quand moi j'ai regardé, on dit 50 États appliquent le scrutin majoritaire et que 2 appliquent la proportionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'il y a toujours des particularités. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des différences. Ça veut dire quoi? On n'a pas des minorités tout à l'heure. Essayons de nous reparler, voici, est-ce que nos options, l'année prochaine, nous allons faire les 35 ans de la conférence nationale. Est-ce que nous sommes vraiment, ce que nous faisons là, est en droite ligne
est-ce que nous allons continuer à les gérer jusqu'en 2060, par exemple, le centenaire de notre indépendance? Oui, non. Alors, voyons un peu, ouvrons les débats. Mais ce n'est pas des débats qui vont arrêter les institutions. Les institutions vont continuer de fonctionner, on ouvrira les débats et on finira peut-être par trouver les... Et ça, c'est le rôle de l'université, à mon humble avis, des sachants des gens. Mais lorsque les gens qui sont à ce niveau-là et qui eux-mêmes devraient être au-dessus pour pouvoir produire de la pensée, se mêlent se jettent à l'eau et font des sorties parfois dans n'importe pièce, ça devient inquiétant. Donc voilà, globalement, moi, c'est un petit coup de gueule par rapport un peu au fonctionnement des institutions, le respect des procédures et de nos institutions. Donc, ça c'était... Si on revient aux États-Unis, il est évident que le Parti démocrate a des jeunes loups. Hein. Je regardais tantôt un peu mes notes et on a parlé donc de Betty Quick, hein, un inconnu aujourd'hui qui fascine un peu, qui est de l'Indiana. On a parlé de la plus jeune, donc de la Benjamin du Congrès, et Alexandria Ocasio-Cortez. Donc on a parlé donc d'un certain nombre. Donc il y a Beto Orokwe. Donc il y a un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui ont fait effectivement leur entrée fracassante dans les institutions, au Congrès comme au Sénat, et qui vont sans doute jouer des rôles d'ici à là. Et autour des anciens, et comme Michelle Obama, et comme l'autre, Betty Sanders, dont on parlait. Donc, il y a sans doute, il y aura un passage de niveau, d'autant que je ne vois pas Trump encore faire la campagne. Il me semble quand même que le système le limite, non? Je ne sais pas si le mandat peut être, comme c'est du renouvellement les questions, et que ici c'est un nouveau mandat, je ne sais pas si... Il n'y a même pas de loi écrite, mais la voilà. voudrait que... Bon, est-ce que c'est dit que nous ne pouvons faire plus de 8 ans de sa vie? Si c'est pas dit, bon, dans 4 ans, s'il a 82 ans, il se sent encore en mesure de continuer, est-ce qu'il peut? Bon, Maël pourra lui opposer l'âge. Voilà, exactement, tout au moins ça. Bon, en fait, donc, il est évident que aussi bien au Parti républicain, qu'au Parti démocrate qu'au républicain, une nouvelle génération va sans doute prendre. Et aujourd'hui, quand vous regardez son challenger, vice-président, voilà, donc vous voyez déjà, quand vous les regardez, c'est un peu comme le père et le fils, ça peut être un peu comme le passage de témoin. On regardait Biden et Kamala il y a 4 ans, il y a un peu comme ça. Donc voilà, je pense que oui, de nouvelles générations vont sans doute émerger. Nous sommes à la fin d'un cycle, mais au début d'un autre. Et sans doute, on va regarder de près les élections de mi-mandat dans 2 ans. Les élections de mi-mandat, ça va jouer. Et ça va lancer les processus de 2028. Voilà. À travers ce cycle qui s'annonce, comment voyez-vous la transition entre la gouvernance Biden et le retour des républicains sur la scène, sur l'échiquier politique? Il y aura certaines ruptures forcément, sinon ça n'aurait servi à rien. Mais il y aura une grande continuité. Les États-Unis d'abord, le Make America Great Again, et plus que jamais, et autour de la bannière de la résistance, sinon de la reprise de la suprématie par rapport à la Chine populaire, à la Chine continentale. Et ça, tout le monde va être mobilisé par rapport à ça, quel que soit le camp. Il s'agit des États-Unis, il s'agit de la puissance, de la grandeur des États-Unis au plan technologique, économique, et voire militaire. Et je ne sais plus, quelque part, j'avais déjà eu à répondre à la question parce qu'on parle de Chine, il y a la petite Chine à côté, la Chine nationaliste ou formose, qui dépend presque pour sa survie des États-Unis. Il n'y aura pas une rupture de ce côté, pas plus qu'il y en aura en Israël. Netanyahou, conscient des déboires qu'il a à l'intérieur et de ce que aux États-Unis les choses pourraient le lâcher, a commencé déjà par donner des gages. Et Donald Trump n'est pas tout à fait étranger à cette situation ou à la zone. Les accords d'Abraham qu'il y a eu, qui ont permis à Israël de normaliser un tant soit peu ses relations avec les États arabes modérés comme l'Arabie saoudite, les autres monarchies du Golfe. Donald Trump aura à cœur quand même de les protéger, de les pérenniser et peut-être de les donner en modèle pour obtenir une relative accalmie, pour que le business reprenne. Maintenant, si le business doit se faire à travers la guerre, M. Trump risque de nous surprendre
risquerait alors d'être désormais l'instrument du lobby militaro-industriel auquel il est relativement étranger, mais dont il pourrait épouser la cause. Je ne peux pas être très affirmatif sur ce plan, mais pour l'Europe, les cartes sont cuites. Il va mettre en application ce qu'il a dit. C'est plus en Europe qu'il... et ils le savent. Tout ce que M. Macron et M. Scholz ont sorti aujourd'hui indique à volonté, et en creux avec la visite d'adieu de Trump. D'ailleurs, M. Macron dit avoir téléphoné encore pendant 20 minutes à M. Biden, qui est en train de partir. Donc, comme pour se rassurer que tout ne serait pas perdu. Bon, donc l'Europe a beaucoup de soucis à se faire par rapport au parapluie, par rapport au soutien sans condition des États-Unis. Ils vont devoir apprendre à mettre la main au portefeuille pour leur défense, pour leur sécurité. Et probablement y aura-t-il un début de réelle politique par rapport à l'Ukraine et la Russie? Un arrangement va s'imposer aux parties en conflit comme à celles qui sont autour. Chacun en a besoin objectivement. Faute de combattants, comme on dit, les guerres s'essoufflent et puis on passe à autre chose. Espérons que l'Afrique maintenant bénéficie un tant soit peu de ce désintérêt cynique des Américains, que d'autres conflits ne soient pas provoqués ou entretenus sur la misère, sur les difficultés que nous avons déjà au quotidien. Et comme Agapita dit, les programmes qui en cours en Afrique sont presque de l'aumône par rapport aux moyens énormes dépensés ailleurs. Sans demander la charité. D'ailleurs, les Américains sont toujours dans la vision trade and not aid. Bon, s'ils veulent du commerce, on va essayer d'en faire. S'ils veulent plus de commerce et moins d'aide, nous-mêmes, il faut que nous nous préparions désormais à être des acteurs majeurs ou importants de la mondialisation, à échanger sans complexe avec tous ceux-là, en connaissance de nos intérêts, que ce soit pour les bases américaines, que ce soit pour leur soutien ou non. Et la question pour l'Afrique est d'arriver à s'autodéterminer et à ne plus être à la traîne, à la remorque du monde. Les Américains, bon vent, les accompagnent pour le bien du monde. Voilà moi ce que je pourrais dire, en ajoutant simplement que M. Trump se vante de n'avoir pas initié de nouvelles guerres dans le monde, mais éventuellement d'y avoir mis fin là où il en a eu la tâche. Donc je crois qu'il n'y aura pas de rupture extraordinaire dans la conduite des affaires au-delà de ce que j'ai dit au niveau international. Agapé Napoléon Maforican, pour conclure, quelles leçons tirer de cette victoire? Je pense que le retour de Trump est une belle main de Dieu. Hein? C'est un acte divin. Absolument, pour calmer les fronts ouverts un peu en désordre au niveau mondial. Si on peut condamner l'envahissement de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, ce n'est pas moins condamnable le comportement un peu des Occidentaux, disons des Européens par rapport à la Russie. La Russie a son système qui découle de l'histoire de l'ex-URSS. Et les manières dont les arrangements ont été faits entre 88 et 90, avec Gorbatchev, Kohl, Mitterrand, Thatcher et Reagan, ça devrait normalement rester gravé et on doit s'en inspirer. On ne doit pas utiliser la force brutale également pour en imposer à la Russie. Donc, on dénonce l'invasion de l'Ukraine, mais il faut dénoncer également une sorte de diabolisation de la Russie. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que chaque État se vaut et a son histoire. Et il n'appartient pas à d'autres États de venir faire la loi comme ils sont venus nous coloniser en nous mettant des camisoles de force et qu'on arrive qu'ils sont semblent collés à nos peaux, qu'on arrive donc pas à s'en défaire avec des intellectuels qui sont fabriqués pour perpétuer le système qui n'est pas nécessairement adapté. Moi, je trouve qu'il ne faut pas qu'on mondialise cette pratique-là. Trump s'enferme dans le American Great et le Great Again, tant mieux si ça peut permettre de calmer les foyers de tension, de ramener un peu d'équilibre dans le monde, moins d'extrémisme d'un côté comme de l'autre. Moi, je suis preneur. Et donc, du coup, les fantasmes, qu'ils soient fantasques ou qu'ils soient clivants,
tant que ça gère les affaires américaines, c'est tant mieux. Et nous donc, c'est là tout le problème. Je dois saluer le comportement de l'administration Biden et Kamala Harris aussi, qui déjà promettent à Trump une bonne transition. Kamala a parlé avec Trump avant de prendre la parole hier tout à l'heure à 22h, 22h15. C'est intéressant parce que ça permet à Trump lui-même de comprendre que dans 4 ans, s'il perd les élections ou pas, il doit pouvoir, enfin, s'il est déclaré perdant, il doit comprendre que c'est comme ça que ça devait se faire et passer la main et aider surtout l'administration qui doit venir à plutôt s'installer et perpétuer les pratiques de gestion de la gouvernance, les pratiques de fonctionnement de l'État qui change les gens, mais qui continue parce que l'État n'a pas de fin. Voilà ce que je dirais. Et que nous, les Africains, les Béninois, nous avons des périodes énormes, nous, les Béninois, que nous nous inspirions un peu de la résilience de Trump. Hein, c'est un personnage résilient au-delà de tout. Et que nous devons comprendre que la vie ne s'arrête pas. L'échec une fois de plus d'une femme. Pardon? L'échec d'une femme. Non, je pense qu'il faut éviter ces questions nécessairement. C'est l'échec d'un parti, le Parti démocrate. Puis ça a démarré par Biden, ça finit par Kamala Harris. Donc pour moi, je n'ai pas la lecture de femme ni de noir. Je ne suis pas dans ce genre de posture personnellement. Donc je reviens chez nous. Nous avons des élections qui viennent. Nous devons comprendre qu'on peut perdre aujourd'hui et gagner demain. Nous devons comprendre que si la loi est mauvaise, elle est mauvaise pour tous. Si elle est bonne pour tous. Si nos institutions sont mauvaises, elles sont mauvaises pour toutes. Si elles sont bonnes pour tous. Donc, cessons les jérémiades et les lamentations et allons sur le terrain donc, du travail. Travaillons, hein, à mon humble avis, travaillons comme aux États-Unis. Ils travaillent, que les équipes de Trump ont travaillé. J'ai vu ce matin, il les a salués, hein. Il a pu mettre en avant chacun, le vice-président, les équipes de campagne. Donc, c'est cela, il faut travailler. Quand vous travaillez, vous investissez le terrain, vous pouvez gagner. Et ça, c'est un conseil à l'opposition. En tout cas, vivement que nous profitions de ces élections pour élever notre niveau de conscience de l'État et du fait que nos institutions sont sacrées et qu'aucun individu ne peut se prévaloir d'être plus intelligent que les institutions de la République. Les institutions peuvent se tromper, mais c'est nos institutions. Travaillons à les améliorer, mais les individus n'ont pas le droit de se mettre à la place des institutions. Voilà. Moi, j'ai conclu. Mesdames et messieurs, c'était la victoire de Trump à la présidentielle américaine vue d'Afrique. Les premières analyses avec Joël Ataï-Guédegbe, expert en gouvernance, et Agapit Napoléon Maforican, consultant politique. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et via notre application iOS et Android eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous. Merci de nous avoir suivis.